Bonjour à tous. Je suis plus petite que Florent. Merci déjà d'être parmi nous. Il y a un très bel enchaînement avec l'intervention précédente, puisque c'est vrai que sur cette table ronde, aujourd'hui, pour rénover et massifier la rénovation, ce n'est pas tant les solutions techniques qui nous ont occupés quand on a préparé ces échanges, mais c'est vraiment la notion de confiance et ces notions-là qui a clôturé la conférence précédente. Donc pour commencer les échanges, je vais d'abord donner la parole à Florent Lasserre, parce que Monsieur Lasserre, vous êtes venu il y a 2 ans présenter un projet, alors qui était un projet pilote de 10 maisons en logement social. Les résultats n'étaient pas encore là il y a 2 ans. Aujourd'hui, les résultats sont là, ça fonctionne. Par contre, pour massifier, l'enjeu maintenant, ça va être de réduire les budgets. Alors oui, merci de me donner la parole. C'est vrai que j'avais présenté l'opération Énergie Sprong de M, qui est l'objectif, c'est d'avoir des logements à énergie zéro en 3 semaines de délai de travaux. On arrive au résultat E égale 0, c'est ce que j'avais présenté la dernière fois. Maintenant, Veolia est fortement engagé dans cette solution, puisqu'on a envie que ça devienne un standard au niveau de nos réhabilitations, en tout cas en maison individuelle, et on cherche des solutions sur les maisons collectives. Disons qu'il y a 2 choses pour la massification. On parle beaucoup de massification de la demande. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour faire baisser les coûts, parce qu'on n'est pas du tout au coût de rénovation qu'on a vu tout à l'heure. On est arrivé sur nos premiers prototypes à 120 000 euros. Là, sur nos opérations de Watt-Rollo, 160 logements, on est à 90 000 euros. Le but du jeu, c'est vraiment de descendre autour de 60 000 euros. Ce qui s'est passé, si on applique le retour d'expérience des Pays-Bas, où ils sont à 4 500 maisons avec un deal national fait sur 100 000 logements, donc c'est vraiment l'objectif est d'arriver à un standard de marché, c'est qu'ils sont partis à un coût très élevé aussi, plus de 150 000 euros, qui sont arrivés, ils ont commencé en 2010, donc au bout d'une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, ils sont arrivés à 60 000 euros de la maison pour des bâtiments énergie zéro. Donc, ce qui est très bien, ils veulent encore baisser les coûts. Donc il y a une massification de la demande qui est faite, mais il faut aussi faire émerger une nouvelle offre de rupture. Parce qu'on aura beau massifier ce que l'on veut, donc pour donner confiance et de la visibilité aux entreprises, pour leur permettre d'investir, mais il faudra que les entreprises, les concepteurs, les mainteneurs investissent dans des nouvelles solutions. Parce que pour arriver à des logements à énergie zéro garantis sur 25 ans, et ça c'est important, parce que si on n'arrive pas à ce niveau de garantie, on ne pourra pas arriver on n'atteindra pas nos objectifs de carbone, parce qu'on sait que dans le bâtiment, je crois que les derniers rapports je crois que c'est le CSTB, je ne sais plus, sur l'évaluation de l'application de la RT 2012, indiquait que dans 40% des cas, on n'atteignait pas les résultats théoriques. Donc cette obligation de garantie est très importante et ça nécessite de faire émerger une nouvelle offre aussi de la part des entreprises et des concepteurs. Donc d'une part, on a une massification pour faire baisser les coûts, mais si d'autre part, on n'a pas l'émergence d'une nouvelle offre, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est la conclusion qui était très importante, qui a été aussi prouvée quand on a fait les présentations à Bruxelles sur toute la mise en place d'innovation. C'est qu'il faut d'une part donner confiance aux entreprises pour investir, donc massifier la demande, c'est ce qu'on s'évertue à faire en tant que bailleur social, mais aussi faire émerger une nouvelle offre de rupture. Et il faut les deux. Aux Pays-Bas, ils ont attendu à peu près 1000 logements et une quinzaine d'opérations pour commencer à voir l'émergence d'une nouvelle solution. Voilà, et vous me disiez, on arrive sur des coûts de 60 000 euros à peu près par logement. Maintenant, pour le particulier, ça reste trop. Il faut encore diviser par 3 ou 4. Et donc, ça me permet de donner la parole à M. Emos, qui représente l'ADEME, qui justement a comme cible notamment de motiver le particulier, qui est craintif, on va dire, parce qu'il y a des contre-références, parce qu'il a toujours peur que les travaux soient décevants, etc. Donc justement, vous, à votre niveau, comment vous faites progresser le sujet ? Pour essayer de répondre ou apporter quelques éléments, peut-être il faut déjà revenir au Grenelle. Et en fait, au moment du Grenelle, ce qui a été pensé sur la rénovation des logements, c'est que finalement, le financement de la rénovation, il serait assuré via les économies d'énergie et que tout ça, ça allait se mettre en place tout seul et que ça allait fonctionner. Un certain nombre d'années après, on s'aperçoit que ça n'a pas fonctionné, on ne fait pas assez de rénovations et elles ne sont pas d'assez bonne qualité. Donc ça pose la question. Et donc, quand on regarde, effectivement, il y a la question de l'offre, on va y revenir après aussi sur la question du financement, mais il y a la question de la demande. Et donc, il faut bien comprendre sa cible. Moi, j'aime bien le parallèle avec le monde automobile. Aujourd'hui, quand vous regardez une publicité pour une voiture, vous avez envie de l'acheter, parce qu'elle s'adresse à vous. Et en plus, ça vous donne toutes les solutions, et c'est simple.
vous allez payer finalement pas très cher par mois. Enfin, c'est l'impression qu'on vous donne. Alors je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais en tout cas, il faut regarder un petit peu les questions de marketing. Parce que si on ne comprend pas la cible à qui on s'adresse, évidemment, le produit, on n'arrivera pas à le vendre. Et donc, c'est un des travaux qu'on a essayé de mener pendant les 10 dernières années, de comprendre quels sont les ressorts, quelles sont les motivations du particulier pour rénover. Et effectivement, ça a été déjà dit tout à l'heure, un particulier, un ménage, il rénove pourquoi? Il rénove pour son confort, il rénove parce qu'il y a une panne, la chaudière tombe en panne, il faut la changer. Et donc, ça amène plusieurs choses. Ça amène un premier constat qui est qu'il faut arriver à parler au particulier au moment où il est, entre guillemets, mûr pour entendre un discours sur la rénovation. Ce n'est pas l'ADEME qui parle aux particuliers à ce moment-là, c'est les gens qui sont en contact direct, c'est les agents immobiliers, c'est les grandes surfaces de bricolage, c'est les artisans, c'est ce public-là qui est capable de porter un discours au bon moment. Et l'autre sujet important, évidemment, c'est celui qui a été dit tout à l'heure, c'est la question de la confiance. Bon, ce soir, il y a un envoyé spécial, je crois, sur la rénovation. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle qui va le regarder, et moi le premier, parce qu'ils vont pointer du doigt les failles sur cette question de la confiance et sur la question de l'offre frauduleuse, du démarchage abusif, etc. Donc ça, c'est un point important qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps et régler au plus vite. Et une des façons à l'ADEME et avec les partenaires, donc avec bien sûr les ministères engagés, mais aussi l'ANA avec l'ANIL, c'est l'ensemble du microcosme qui gravite autour du sujet. Ça a été finalement dans la durée, et je reviens au Grenelle et vous allez comprendre, ça a été de se dire, aujourd'hui il faut qu'on change complètement notre communication vers les ménages sur la question de la rénovation. Le message ADEME il y a 10 ans, c'était « faisons vite, ça chauffe et notre argent part par la fenêtre ». Ce message-là, il est passé, mais en fait, il n'est pas suffisant, il est très largement insuffisant. Aujourd'hui, il faut créer un climat de confiance, il faut donner envie autour de la rénovation. Et c'est exactement ce qu'on a souhaité faire en créant la dynamique FAIRE. Et cette dynamique, elle s'adresse à tous. Il y a un volet professionnel, donc on va en parler un petit peu plus tard, et il y a un volet pour les particuliers, qui est de créer ce cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, il s'appuie principalement sur le réseau FAIRE, c'est des ex-espaces EIE, ou l'espace Info-Énergie, ou les PRIS, ils ont eu plein de noms différents, mais il faut arrêter de leur donner des noms différents parce qu'on perd tout le monde en donnant des noms différents. Aujourd'hui, c'est le réseau FAIRE, c'est le réseau auprès duquel chaque particulier peut s'informer pour avoir une information neutre et gratuite et indépendante sur la rénovation et ensuite faire les meilleurs choix quand il s'adresse aux artisans pour avoir des devis ou aux entreprises du bâtiment pour avoir des devis pour faire des rénovations. Donc ça, c'est la brique fondamentale, je dirais. C'est pour donner confiance, il faut apporter un conseil indépendant au particulier et que le particulier le sache et que ce conseil il soit de plus en plus puissant, de plus en plus fort. J'ajoute un point sur le réseau FAIRE. Le premier EIE qu'a soutenu l'ADEME avec des collectivités à l'époque, c'était il y a 20 ans. Le premier, c'était il y a 20 ans. Donc vous imaginez quand même le temps qu'il a fallu pour déployer ce réseau sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, l'ADEME, avec l'État, est en train de transmettre le pilotage de ce réseau aux collectivités locales. C'est un point extrêmement important. Ça va permettre aux collectivités locales, aux régions, de s'emparer encore plus du sujet et de le faire vivre encore plus au niveau des territoires. Et ça, c'est un point absolument essentiel. Et ça nous permettra aussi, nous, à l'ADEME, de nous consacrer à d'autres sujets sur l'amélioration de l'offre, l'amélioration du financement, parce que le conseil, c'est le principe de base. Et ensuite, effectivement, il faut avoir l'offre qui va en face. Merci. Donc le particulier, vous partagiez, quand on a discuté pour préparer la table ronde, M. Gilquin, le fait que c'était une cible compliquée. En revanche, ce que vous m'avez dit, c'est que dans le logement social, la massification, elle est déjà là, c'est déjà une réalité, ça fonctionne. Et donc, quels sont les leviers qui font que dans ce secteur, ça fonctionne, la massification? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans le logement social, la massification de la rénovation énergétique fonctionne et fonctionne même très bien. Les bailleurs sociaux rénovent énergétiquement plus de 50 000 logements sociaux par an grâce à l'éco-prêt à taux zéro de la Banque des Territoires. Donc c'est une enveloppe de financement de 600 millions d'euros par an. Et c'est des rénovations exigeantes puisqu'on demande qu'il y ait un gain énergétique de 40% par rapport à la consommation initiale. Donc
c'est un enjeu qui est important. Je ne sais pas si vous savez, mais le logement social, c'est 1/5 des logements en France. Donc ça a un impact massif sur l'efficacité énergétique du parc. Et d'ailleurs, le parc de logement social est bien plus efficace que le parc privé en moyenne. On a 40% des logements sociaux qui sont en classe énergétique de A à C, quand c'est seulement 15% pour l'ensemble du parc. Alors pourquoi ça fonctionne ? À mon avis, il y a déjà le fait que les bailleurs, c'est des bailleurs professionnels qui gèrent souvent un parc de taille importante, comme c'est le cas de Villogia, et ils mettent en œuvre des plans stratégiques de patrimoine, c'est-à-dire qu'ils anticipent et ils planifient leur rénovation. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est le fait que sur le long terme, ces efforts sont fortement incités par les pouvoirs publics, avec tout type de financement, donc comme l'éco-prêt qui est un financement sur le livret A, mais des prêts à taux fixes et même des quasi-fonds propres pour la rénovation. Et on l'a vu là dans le plan logement de 2018-2019, sur 20 milliards d'euros, il y avait 7 milliards qui étaient fléchés vers la rénovation, 4 milliards pour l'éco-prêt, 2 milliards de prêts à taux fixes, 1 milliard de quasi-fonds propres. Et donc cet éco-prêt, il a vu une enveloppe augmenter de 1 milliard pour la période 2019-2022. Donc c'est une forte incitation aux bailleurs à financer encore plus de rénovation. Et d'ailleurs, dans le pacte d'investissement signé par les bailleurs à Matignon en 2019, ils se sont engagés à faire 125 000 rénovations avec un gain d'au moins une étiquette énergétique par an sur la période 2020-2022. Donc c'est un effort vraiment sur le long terme et qui va être encore plus soutenu dans les prochaines années. Donc on a bien vu, confiance et simplicité sont nécessaires. Ça correspond tout à fait à ce que vous développez. Donc chez NG Solutions, vous m'avez dit, si on a la confiance et des dispositifs simples, les financements, on les trouvera. Donc vous, justement, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de modalités contractuelles pour générer cette confiance ? Oui, alors on peut tirer un peu comme ça le fil des C, parce que si on veut massifier, donc on dit confiance, on part du constat quand même que ça reste complexe, parce qu'il y a énormément d'acteurs, complexe parce qu'il y a énormément de techniques, il faut de la compétence, donc encore un C de plus. Par rapport à ça, c'est pas de l'innovation, parce qu'il y a 2 ans, je venais déjà témoigner autour du contrat de performance énergétique de la ville de Paris, où on rénovait, on en est à plus de 200 écoles qu'on a rénovées. Mais 2 ans après, je constate que nous, on a déployé à peu près plus de 400 contrats de performance énergétique, mais que ça reste encore assez peu comme mode contractuel. Et donc, l'autre C que moi je mets en phase de confiance, c'est aussi contrat et le mode contractuel et la façon de pouvoir s'engager sur des résultats, parce que l'évolution avec le temps, je crois que c'est Bouygues tout à l'heure qui en parlait, rénovation énergétique c'est bien mais ça suffit peut-être pas. Il y a la notion de carbone, on en parlait aussi au début de tout à l'heure, qui maintenant monte en puissance très très fort, donc il faut pouvoir s'engager aussi sur le carbone. Le confort, c'est quand même un driver très important des occupants. Dans ces modes contractuels de contrat de performance de la commande publique, on sait les faire fonctionner dans le privé, et on peut respecter l'écosystème de la chaîne de l'immobilier avec les différents partenaires au sein de groupements, en portant des contrats qui permettent de s'engager sur les résultats, parce que c'est quand même le bénéfice escompté. Quand on déclenche une rénovation, il faut être certain d'avoir le résultat, parce que beaucoup de choses sont dites, mais des fois, comme vous le disiez, on ne le retrouve pas forcément pour de vrai. Et donc, il y a les dispositifs contractuels, on sait les porter, on sait intégrer toutes les parties prenantes selon les desiderata des maîtres d'ouvrage au sein de ces contrats globaux qui tendent à évoluer vers contrats de performance énergétique et carbone. Et je pense que c'est un bon outil pour pouvoir massifier, accélérer en simplifiant.
Merci. Donc, confiance entre eux. On en a parlé, il peut y avoir des problématiques de formation, des problématiques aussi de démarchage abusif. Au niveau de l'ADEME, sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous faites pour que les acteurs soient prêts à répondre à cette demande et à ces enjeux? On voit bien qu'il y a au niveau de l'offre et du financement, on est au début. Enfin, là, on a vu de très belles initiatives, mais on est encore dans, je dirais, au niveau de l'émergence d'une offre complète. Et donc c'est là aussi ce qu'on a souhaité faire dans le cadre de la dynamique faire, c'est de s'adresser aussi aux acteurs privés du bâtiment et plus généralement, je dirais, de l'immobilier. Parce que quand on parle de ménage, alors il y a la question du tertiaire, mais quand on parle de ménage, on parle bien de logement, on parle bien d'immobilier aussi. Donc il faut bien embrasser l'ensemble. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en place une charte qui s'appelle la charte engagée pour faire, qui s'adresse à l'ensemble du secteur privé. Et il y a 3 engagements principaux dans cette charte. Le premier, c'est de s'appuyer sur le réseau FAIR dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dire que ce réseau existe et qui peut apporter du conseil neutre et indépendant et qui va apporter de la confiance aux particuliers. Ça, c'est important. Donc ça, le premier engagement de l'ensemble des signataires, c'est celui-là. Il y en a un deuxième qui est extrêmement important aussi, c'est la lutte contre le démarchage abusif et les offres frauduleuses. Donc l'ensemble des signataires s'est engagé à lutter contre ces pratiques-là. Et le troisième, qui je pense est le plus important et qui sera sans doute à terme le plus difficile à mettre en place, c'est que chaque acteur s'engage selon ses moyens, selon son rôle dans le dispositif, à faire émerger une offre complète et compatible avec les objectifs de la France dans le cadre de la COP21. C'est bien ça l'objectif final. Et donc ça veut dire que chaque acteur qui s'engage, que ce soit des acteurs du financement, des acteurs de l'immobilier, des acteurs techniques de la rénovation, s'engage à réfléchir à une offre qui soit complète et qui sorte enfin de l'offre monolo qu'on a majoritairement aujourd'hui et qui est bien le problème principal sur lequel on doit avancer. Aujourd'hui, je me tourne vers ma collègue du plan bâtiment durable, je crois qu'on a 170 signataires, y compris récemment le secteur assurantiel et y compris le secteur bancaire qu'on arrive petit à petit à convaincre de venir sur ce sujet-là. C'est extrêmement important et ça fait le lien avec la question du financement. Enfin, aujourd'hui, on a quand même un sujet à traiter. On part de très loin. Aujourd'hui, faire un crédit de 30 ou 40 000 euros, par exemple, pour une rénovation, c'est le même type de crédit que pour acheter une voiture neuve. L'impact, alors le service rendu est très différent et l'impact sur l'environnement est très différent. Et on est incapable de distinguer en France aujourd'hui, dans la masse de crédits à la conso qui se fait, ceux qui vont vers la rénovation. C'est juste presque impensable, je dirais. Et on a besoin de progresser considérablement là-dessus. Et donc, voilà le leitmotiv de la dynamique faire et de la partie qui concerne le secteur privé, avec beaucoup de signataires aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore signataire, vous pouvez venir nous voir pour être signataire, et puis vous engager pour enfin faire cette révolution en matière d'offres et de financement pour avoir cette offre complète qui intègre la confiance des ménages, qui intègre l'accompagnement complet, c'est ce que disait tout à l'heure notre architecte, qui disait on a besoin de mettre de la matière grise quand on rénove, d'avoir une offre d'accompagnement qui intègre l'ensemble et qui couple l'offre de financement. Donc voilà le Graal vers lequel il faut qu'on arrive à aller. Merci. Donc effectivement, quand on parlait, Monsieur Grel, de ce que vous mettez en place en termes contractuels, vous aussi, en termes de compétences et d'organisation interne et de coordination des acteurs, vous avez aussi revu vos méthodes de travail en interne. Oui, on peut toujours clamer que le marché doit évoluer, que les gens ils peuvent, que c'est complexe, mais que voilà, il faut se remettre en question soi-même. Donc, faisant partie du constat que c'était complexe d'accéder aux compétences, c'était complexe pour tout le monde de mettre en œuvre des rénovations qui font appel à énormément de compétences et de corps d'État, nous, en début d'année, au 1er janvier, on a complètement réorganisé 50 000 personnes qui sont les activités un peu services d'Engie. Vous
deviez connaître, j'imagine, les métiers de génie électrique autour d'Engie Ineo, de génie climatique avec Engie Axima et Engie Cofeli pour tout ce qui est maintenance. Eh bien, maintenant, c'est pas qu'un problème de marketing et de marque. Hein. On a lancé la campagne de presse cette semaine, Engie Solutions. C'est surtout des réorganisations très profondes puisque maintenant, structurellement, les compétences de génie électrique, génie climatique et de maintenance sont regroupées par segment de marché. Donc il n'y a plus que l'équivalent de 3 sociétés, c'est des business units. Tertiaire et proximité, c'est tout ce qui est pour l'habitat collectif et les bâtiments tertiaires avec toutes les compétences regroupées. L'industrie avec les compétences regroupées et les villes et territoires avec les compétences regroupées, de façon à permettre une meilleure fluidité de la réflexion globale par rapport à la rénovation et de simplifier l'accès aussi et l'interface avec nos clients pour mieux agir. Quand je parle des clients, et toutes nos parties prenantes, hein, parce que les rénovations, elles se font très souvent dans des groupements avec différentes parties prenantes, et on entend bien continuer à travailler avec toutes ces parties prenantes, que ce soit architectes, bureaux d'études, entreprises générales, etc. Donc voilà, donc nous, on s'est remis en question, réorganiser 50 000 personnes au pas de charge, ça a été décidé l'été dernier et mis en œuvre au 1er janvier. Ça va continuer faire encore quelques mois pour que ce soit complètement fluide de partout, hein, je ne le cache pas, mais quand même, voilà, c'est aussi une action concrète. Après, il y a aussi tout ce qui est formation, outils, parce que pour pouvoir, derrière les modes contractuels, s'engager, il faut amener de la transparence aussi à nos clients, et donc permettre que les engagements qu'on prend, ils soient suivis. Donc il y a tout un tas d'outils, évidemment, informatiques, qui permettent d'accéder en transparence au suivi des résultats en temps réel. Voilà. Merci. Et puis, on avait aussi discuté rapidement des bâtiments administratifs, des bâtiments portés par le secteur public, qui reste un secteur aussi, peut-être de façon un peu contre-intuitive, difficile à toucher parce que c'est différentes méthodes de travail de ce dont ils ont l'habitude également. Et pour vous, donc c'est un secteur que vous touchez plus particulièrement, Monsieur Gilquin, et pourtant il y a des pistes de progression, déjà il y a des financements, et puis effectivement là aussi l'organisation des acteurs va être clé. Oui, sur le secteur public local, nous l'accompagnons avec 2 types de prêts sur notre métier prêteur. On fait aussi des investissements. Donc c'est le prêt Ambre dans le cadre du grand plan d'investissement pour la rénovation des bâtiments publics. C'est une enveloppe de 2 milliards d'euros. Et puis c'est l'éco-prêt qui est une composante rénovation des écoles avec une enveloppe globale de 1 milliard d'euros. Donc c'est des budgets importants. Pourtant, c'est compliqué de massifier la rénovation au sein des collectivités locales. Bon, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'acteurs, de décideurs. Et donc, c'est un défi. Alors, c'est un défi, comme Engie, on s'est nous-mêmes remis en question côté Caisse des dépôts avec la création de la Banque des territoires il y a 2 ans. Et la volonté de mieux servir nos clients et de les mettre au cœur de notre action, et notamment d'adresser les petites communes qui ont du mal à connaître notre offre. On a créé une plateforme il y a 2 ans et on s'est engagé dans un mouvement de simplification, par exemple sur l'EduPrêt. Depuis décembre 2019, on a un EduPrêt Flash pour les projets de moins d'1 million d'euros, où on s'engage à une offre ferme de financement en 5 jours. Donc voilà, on essaye d'être le plus proche de nos clients. Ce matin, je partage ce banc avec l'un de nos clients, Vilogia, donc c'est dans cette démarche de proximité. Et puis peut-être côté demande sur les collectivités locales, on pourrait peut-être imaginer des systèmes, si on parle de la rénovation des écoles, ou au sein d'un EPCI, il y ait plus de concertation, de coordination, et qu'on fasse des rénovations en même temps des écoles d'un même secteur pour avoir plus de volume de rénovation.
Merci beaucoup. Monsieur Lasserre, donc côté Vilogia, effectivement, en tant que pionnier, vous vous êtes déjà posé ces questions et vous travaillez sur des solutions et des idées innovantes, voire surprenantes presque pour un bailleur social. Donc expliquez-nous comment vous comptez progresser encore dans les mois qui viennent. Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais revenir juste sur ce qu'on veut massifier et après quels moyens on met en place humains et financiers pour savoir cette chose qu'on veut massifier. Donc je remercie vraiment fortement Banque des Territoires parce que grâce à eux et auprès de Haut-Bilan, ça a vraiment amélioré grandement les réhabilitations. Sauf que nos réhabilitations actuellement, on est à des niveaux BBC Rénovation, bon, qui sont bien certes. Mais au final, je voulais revenir là-dessus parce que la question qu'on s'est posée chez Vilogia sur nos constructions neuves et en réhabilitation, c'est comment on va se projeter en tant que bailleur dans un monde dans quelques décennies. Est-ce que faire des réhabilitations BBC Rénovation et des bâtiments RT 2012 moins 10%, c'est suffisant? Et là, pendant les vacances, j'étais au bureau et je suis tombé sur un ancien document des plus belles réalisations du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, en termes de réhabilitation énergétique. On se rend compte que toutes les réhabilitations, que ce soit en neuf ou les opérations en neuf ou en réhabilitation énergétique, qui étaient à réglementation moins 10%, THPE, HPE, etc., dont on était très fiers quand on le lançait, parce que c'était déjà compliqué de lancer ce genre d'opération et ça coûtait de l'argent, on se rend compte que c'est très rapidement, plus tellement à la page. Et ça met en risque quand même nos locataires en termes de précarité énergétique et on n'est pas du tout en droite ligne avec les objectifs de neutralité carbone. Par contre, si on essaye de viser quelque chose qui est le maximum qu'on puisse faire pour atteindre cette neutralité carbone et réduire la précarité énergétique, qui touche quand même 20% des Français, on arrive à des solutions en neuf type label passif, et en rénovation type EnergySprong. Et je peux vous assurer que sur le neuf, par exemple, quand je regarde les premières opérations passives qu'on a livrées, on est toujours meilleur que ce qui va peut-être se passer malheureusement sur la réglementation RE 2020 qui va sortir là. Donc ça veut dire que l'investissement que j'ai fait en tant que bailleur, même si ça a coûté cher, 15% en plus de construction produits passifs et des coûts à 80 000 € du logement qui sont exorbitants pour des réhabilitations EnergySprong, je peux vous garantir, on peut se retrouver dans 10 ans, que des bâtiments énergie zéro ou des bâtiments où il n'y a plus de radiateur dedans en neuf, ça sera toujours à la page et ça va réellement aider et nous permettre d'arriver à la neutralité carbone. Donc je voulais revenir là-dessus sur qu'est-ce qu'on veut massifier. Pour l'instant, on a massifié du BBC rénovation, et c'est très bien. Et c'est ce qu'on devait faire et on a énormément progressé là-dessus. Mais maintenant, il faut réellement se poser la question de ce qu'on va faire à partir de 2020. Parce qu'on connaît notre responsabilité que M. Mogard a rappelé ce matin. Donc maintenant, c'est comment on y arrive. On s'est dit, on ne va pas pouvoir se baser uniquement sur les aides publiques. Ce n'est pas possible dans le monde actuel. Donc le but du jeu, c'est de travailler, je ne vais pas revenir dessus, sur agréger, massifier une demande, donc on essaye de se mettre ensemble et d'animer au niveau dans les Hauts-de-France un groupement de commandes au niveau des différents bailleurs. Chez Vilogia, on s'est rendu compte que sur nos 72 000 logements gérés, on a 6 500 logements qui sont traitables de la manière EnergySprong, donc ça fait quand même pas mal de choses. Si on agrège toutes les demandes au niveau des bailleurs de Hauts-de-France, je pense qu'on arriverait à des niveaux de plusieurs dizaines de milliers, donc c'est quelque chose qui peut être très rassurant et intéressant pour les entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Mais on se creuse aussi la tête et on se dit peut-être qu'il y a d'autres choses à faire aussi, et on réfléchit également à pourquoi pas internaliser temporairement cette activité au sein de Vilogia. Parce que même si on essaye d'agréger les demandes, peut-être que les entreprises, ça leur donnera toujours pas de visibilité, ou ils auront des contraintes avec leurs actionnaires, ou je sais pas, des fois il y a plein de bonnes volontés, mais c'est bloqué par le système actuel. Et pourquoi pas créer notre propre usine EnergySprong et notre activité, nous, industriels EnergySprong, pour s'adresser à nous-mêmes pendant peut-être 5-10 ans, le temps qu'émerge la demande, nos réhabilitations sur quelques milliers de logements. Donc on se rend compte que c'est très difficile de traiter cette question du financement parce qu'on veut des solutions nouvelles qui soient vraiment en rupture, parce que pour arriver à des bâtiments à énergie zéro garantie pendant 25 ans,
à 50 000 euros, ce n'est pas avec les moyens actuels. Avec les moyens actuels, on va arriver à 80 000 euros, 75 000 euros, et ça sera très bien de la part des entreprises. Si on veut faire une rupture au niveau de l'échelle par rapport à ça, il va falloir trouver des solutions nouvelles et aider les entreprises à avoir confiance. Et peut-être que cette confiance, ça passe aussi à soutenir le marché en faisant nous-mêmes l'activité, en leur montrant que c'est possible. Peut-être que ça passe par ça. Donc en tout cas, on ne se ferme aucune porte parce qu'on considère que l'enjeu est vraiment très très important au niveau social, au niveau environnemental, et on veut jouer pleinement notre rôle, nous, Veolia, à ce niveau-là. Merci beaucoup. On a un tout petit peu dépassé sur le temps de questions, un peu beaucoup. On va quand même en prendre une ou deux, je pense. Hein, Florent, tu confirmes, on prend une ou deux questions sur la pause. Moi, juste pour conclure très rapidement, je veux faire un petit lien qui fait bien écho à ce que vous avez dit, Monsieur Emos, de dire les crédits à la consommation, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont fléchés. Et Monsieur Gilquin, vous m'aviez dit, en Allemagne, notre équivalent, Banque des Territoires, distribue ses prêts aux particuliers via les banques locales. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait jeter un œil. Voilà, j'avais trouvé ça intéressant, même si c'est peut-être un peu périphérique. Donc on va prendre vos questions. Si certains d'entre vous veulent compléter, on doit avoir une personne qui passe un micro. Ouais. Merci. Donc, Stéphane Jaillant, entrepreneur. Je reviens sur ce que dit M. Lasserre. Ça serait dans un monde parfait. Passer de 80 000 à 50 000, ça serait très bien. Mais je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont 40% de marge, qui pourraient descendre à ce niveau dans un système économique actuel. Hormis prendre les entreprises proches de la France qui ne payent pas les mêmes charges que nous, je ne vois pas comment est-ce que l'on peut faire. Ce n'était pas une question, c'était une annonce. Quelqu'un veut rebondir? Non, alors une autre question ou commentaire ou remarque, effectivement, ce n'est pas forcément des questions. Oui. Quand même sur cette question, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris votre remarque, mais en tout cas, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est qu'il y a des entreprises petites, grandes, qui répondent à des marchés de réhabilitation de 60 000 euros des logements, qui embauchent des gens, qui font des marges intéressantes d'ailleurs par rapport à ça. Nous, le coût de réhabilitation moyen des maisons individuelles vraiment en périurbain, donc complètement isolées avec beaucoup de développés de façade, on est autour de 70 000 euros au logement. Il y a des entreprises qui répondent et qui font des marges par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à votre remarque ou pas, hein, qui était les craintes par rapport au coût qui réduirait les marges des entreprises. Il n'y a plus beaucoup de marge. Hormis changer le modèle français économique des entreprises, je ne vois pas comment ça peut se faire. On passe notre temps à nous charger les charges sociales et autres. Vous parlez de massification, c'est-à-dire d'agrandir également le nombre de bâtiments potentiellement rénovables. Ce qui sous-entend également d'avoir des structures également qui permettent d'y répondre. Si vous parlez d'une petite entreprise aux Pays-Bas qui va rénover un petit bâtiment, il est capable de le faire. Si vous mettez sur le marché un appel d'offres qui dit j'ai 2000 bâtiments à rénover, ce ne sont pas des petites entreprises qui vont le faire, mais ce sont en général de grosses structures qui elles-mêmes vont sous-traiter à un système européen avec lequel nous, Français, nous ne pouvons nous battre. C'est tout. Je ne suis pas contre ce que vous dites. On est en Europe, il faut faire avec. Maintenant, il faut également voir, si vous voulez, que les Français jouent ce jeu-là, que également la France soit traitée de la même façon que ses collègues européens. On n'a pas de représentant des autorités ou du ministère à la tribune. On aura M. Accardi tout à l'heure qui représente le ministère. Mais c'est vrai que là, je ne suis pas sûre que ce soit des enjeux sur lesquels vous travaillez, vous, à votre niveau. Comment? Oui, non, mais c'est plutôt une question, un débat avec le ministère, effectivement, qu'avec messieurs Ducos.